Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'entreprise Facebook que vous connaissez tous. Bien sûr, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. La vidéo qui va suivre, c'est simplement à visée éducatif. Moi, je suis un simple amateur qui m'intéresse à l'investissement boursier. Donc je vous invite, avant de faire un achat, de bien vous renseigner et de faire votre propre analyse. Voilà, donc on va s'intéresser à l'entreprise sous le plan habituel, intéresser à les grandes lignes de cette entreprise. On va s'intéresser à l'analyse fondamentale, à l'éventuelle concurrence, les perspectives de développement, une petite note d'analyse technique, et puis enfin je vous donnerai mon sentiment sur cette entreprise. Alors avant de commencer, pour commencer, pardon, vous connaissez tous cette entreprise. Euh, Donc il s'agit d'une entreprise qui fait partie des GAFAM, qui est une méga cap car actuellement c'est plus de 915 milliards de dollars américains. Donc c'est une entreprise énorme, donc elle est bien sûr cotée au S&P 500 et au Nasdaq 100. Si on essaie de la classifier selon le type d'entreprise, selon Peter Lynch, c'est une fast grower, appartient au secteur de technologie, sous-catégorie des réseaux sociaux. 84% des actions sont flottantes et les 15 à 16% qui restent appartiennent à Zuckerberg. Alors, le business model de cette entreprise, donc vous la connaissez, donc elle a plusieurs réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et puis quelques projets en développement, donc Oculus qui est de la réalité virtuelle augmentée, Workplace qui est un outil de coworking, voilà, Portal qui est un système de communication, et Novi qui est un système de fintech, qui se rapproche plutôt au fintech. Alors, cette entreprise, 98% de son chiffre d'affaires, il consiste à la vente d'espaces publicitaires. Donc, elle utilise l'ensemble des données qu'elle a sur ses utilisateurs pour vendre de l'espace publicitaire et de l'espace publicitaire ciblé, puisqu'elle arrive à l'affiner en fonction des données que donnent les gens qui utilisent ce type de réseau. Et surtout, on le verra un peu plus tard, elle a surtout un temps d'attention de ses utilisateurs qui est en augmentation d'année en année. Donc c'est essentiellement, finalement, c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu du business model des médias qu'elle vient disrupter, puisqu'elle vend, elle utilise l'attention des gens qui utilisent ses services gratuitement pour le vendre à des entreprises, pour vendre leur espace publicitaire. Voilà. Donc c'est le modèle qui se rapproche le plus, c'est la télé ou la radio, et elle vient disrupter ce marché des médias. Donc on voit qu'elle est leader dans son domaine, puisque elle a, alors si on s'intéresse au nombre d'users mensuels, elle a à la fois Facebook qui est largement dominant, et puis elle a, elle a aussi des réseaux largement utilisés qui sont Instagram et Messenger et WhatsApp. Vous voyez, là on parle de plus de 2 milliards d'utilisateurs, notamment pour WhatsApp. Donc on voit que c'est très dominant, qu'il y a un challenger qui est les réseaux sociaux chinois, notamment avec l'entreprise Tencent, avec WeChat et QQ, qui sont des systèmes de communication. Et puis TikTok qui appartient à une autre entreprise. Voilà pour l'essentiel, mais en tout cas, on voit qu'elle est extrêmement dominante dans son domaine, et notamment dans les pays occidentaux. Si on s'intéresse au hors Chine, on voit qu'elle est largement dominante. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, en termes d'utilisateurs, alors j'ai pris la quotidien, on voit que euh, les États-Unis, l'Europe, ça représente à peu près un peu plus de 25% des utilisateurs quotidiens. Je vous ai mis la répartition ensuite. Que, voilà, les utilisateurs quotidiens, c'est à peu près 66%, et on voit que c'est stable dans le temps, des utilisateurs mensuels. Donc il y a un tiers qui ne se connecte pas, qui ne se connectent pas de manière quotidienne, mais quand même 66% qui se connectent quotidiennement sur ces réseaux sociaux. En revanche, contrairement au nombre d'utilisateurs, on voit que les revenus sont inversement proportionnels, c'est-à-dire que les États-Unis et l'Europe représentent un peu plus de 75% des revenus de cette entreprise, alors que ça ne représente que 25% de ses utilisateurs. Les autres marchés sont probablement en développement et rapportent moins par utilisateur actuellement.
Voilà, donc maintenant on va se pencher un petit peu plus sur les résultats de l'entreprise après cette brève introduction. Alors, si on s'intéresse aux résultats, on voit que son chiffre d'affaires est en croissance et de manière parallèle, son résultat d'exploitation ou son résultat net, globalement, est stable dans le temps et il va aller de pair avec l'augmentation de son chiffre d'affaires. En tout cas, c'est la projection notamment qui est publiée là sur le site Zone Bourse. Donc une entreprise en forte croissance. Si on s'intéresse à la profitabilité, on voit que l'entreprise a des résultats juste incroyables. Donc une marge brute de 80%, 38% de marge opérationnelle, 30% de marge nette, donc vraiment des résultats excellents. Le retour en equity était supérieur à 25%, et le ROIC est à plus de 22%, donc vraiment des chiffres exceptionnels. Donc une entreprise en croissance et extrêmement profitable. Alors la question que je me pose toujours ensuite, c'est cette entreprise possède-t-elle un moat, c'est-à-dire un avantage concurrentiel durable, donc un des critères préférés de Warren Buffett. Si cela vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo spécifique sur le sujet. Alors à mon sens, elle a un moat sur au moins deux objets, donc effectivement, et c'est évident qu'elle a un effet réseau puisque c'est finalement le cœur de son business, hein. Donc un effet réseau qui est un gros avantage concurrentiel puisqu'elle a un nombre d'utilisateurs élevé avec une utilisation quotidienne et ultra dominateur, en sachant que dans ce type, il y a des logiques sur ce type d'entreprise qui est que les dominateurs récupèrent l'ensemble du marché puisque vous voulez être sur les réseaux sociaux où il y a plus de monde puisque c'est là où c'est intéressant d'être. Donc un effet réseau qui est en tout cas, il y a une prime pour le dominant dans cette entreprise, qui fait d'ailleurs à mon sens le deuxième mode de cette entreprise, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit dominante nourrit encore plus sa croissance. Voilà. Même s'il existe des challengers, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors rapidement sur la situation bilancielle, on a un bilan qui est sain. Très rapidement, dette sur equity à 0,4, donc tout à fait correct. Un current ratio qui nous montre qu'il n'y a aucun problème de liquidité. Grosso modo, aujourd'hui, Facebook, c'est 39 milliards de dettes tout compris, avec actuellement environ 19 milliards d'US dollars cash disponible à tout moment. Donc, comme vous en doutez, elle a un bilan qui est très sain, aucun problème de liquidité, beaucoup de cash disponible. Donc aucun sujet derrière ça. Maintenant, si on s'intéresse au cash flow, donc ce qu'on voit en orange, c'est que le cash flow qui vient des activités, il est en forte croissance d'année en année. Le free cash flow est certes variable en fonction des années et dépend notamment du cash qui va sortir pour les investissements. Donc on voit que par exemple en 2020, le cash flow est discrètement négatif, mais avec de forts investissements. On voit que c'est une entreprise du coup qui est encore en pleine croissance et qui utilise tout le cash qu'elle sort pour encore nourrir sa croissance. Donc voilà, le free cash flow pourrait être bien meilleur si ils diminuaient leur investissement. On voit que c'est pas du tout dans la politique de cette entreprise qui est actuellement de nourrir et de développer encore plus son business. Une fois qu'on a présenté ça, donc la question qui vient ensuite, c'est effectivement, vous avez tous compris que c'était une entreprise formidable. Là, il n'y a pas de sujet. Maintenant, et c'est ça la vraie question pour les entreprises exceptionnelles, c'est de voir leur niveau de valorisation. Donc aujourd'hui, on a un PER qui a 24, un PEG, donc si on s'intéresse à la croissance, c'est-à-dire si on divise le PER par le taux de croissance du earning per share sur les 5 dernières années en moyenne, on a un PER qui est inférieur à 1, ce qui est rare pour ce type d'entreprise. On a un price to book à 6,7, mais c'est relativement peu pertinent pour ce type d'entreprise à mon avis. Un price to sell à 9,1 et un VE sur EBITDA à 16,6. Donc une entreprise qui est bien valorisée, mais relativement finalement correctement si on met en perspective la croissance, son taux de croissance. Alors certes passé, mais on peut imaginer que même si ce taux de croissance est plus faible, offre quand même un potentiel de développement
encore important. Donc une valorisation élevée mais sur une belle entreprise et à relativiser c'est une entreprise en forte croissance, notamment sur les bénéfices par action. Donc ensuite, moi j'essaye de déterminer un prix d'entrée optimal en fonction de différents scénarios des bénéfices de son entreprise. Donc en pratique, je pars du bénéfice par action de l'année 2020, donc qui est d'un peu plus de 10 dollars cette année-là. Et en fonction, je lui applique différents scénarios, d'une part de croissance de ces bénéfices par action, donc dans les 5 prochaines années, puis dans les 5 à 10 ans qui suivent. Et j'applique à ce bénéfice terminal une valorisation, c'est-à-dire un PER terminal, qui me donne un prix de l'action à terme, c'est-à-dire dans 10 ans. À cela, j'applique un discount rate, c'est-à-dire un retour sur investissement que j'attends de l'achat de cette entreprise, et cela me donne différents niveaux d'entrée. Donc sur le premier scénario que j'appellerai un normal, c'est-à-dire scénario qui est assez conservateur, c'est-à-dire une croissance de 15% de ses bénéfices par action sur les 5 prochaines années, puis de 10% avec un PER terminal à 20, j'ai un prix de l'action terminal dans 10 ans qui est à 653 dollars. Ce qui me permettrait, si je veux faire un 10% de bénéfice par an avec l'achat de cette entreprise, un point d'entrée à 252 dollars. Voilà, donc si je fais varier ces différents paramètres, ça me donne différents niveaux d'entrée. Donc pour un scénario plus positif, donc de 20% de croissance des bénéfices par an sur les 5 prochaines années, puis 15%, donc une entreprise en forte croissance, un PER terminal finalement qui reste élevé à 22, je peux rentrer jusqu'à 428 dollars et j'aurai plus de 10% de bénéfices par an. Enfin, j'aurai 10% de bénéfices par an. Et en revanche, sur une approche plus conservatrice avec un bénéfice seulement de 12% par an, puis de 10%, qui est un peu terminal à 18%, mon prix d'entrée optimal est à 200 dollars. Donc je pondère ces différents scénarios et j'estime que globalement je pourrais rentrer sur cette entreprise autour de 270 dollars. Alors à faire varier en fonction de votre optimisme ou pas sur cette entreprise. Ce qu'on voit, c'est que probablement dans tous les cas, en tout cas dans ces 3 scénarios, la valorisation terminale sera plus élevée qu'elle n'est actuellement, hein, qui est autour de 320 dollars. Donc finalement, on ne perdra pas d'argent. C'est juste sur le retour sur investissement qui sera plus bas. Puisque actuellement l'entreprise est correctement valorisée, probablement. Alors, si on s'intéresse à la redistribution des bénéfices de l'entreprise à ses actionnaires, ça va être simple, il n'y a pas de dividende, il y a un programme de rachat d'actions, là je vous ai mis sur la droite le nombre d'actions en circulation, on voit que globalement, ce nombre d'actions, il est stable, voire en légère décroissance, donc c'est toujours intéressant de savoir que malgré forte croissance, l'entreprise ne va pas diluer ses actionnaires, voire même un petit peu les renforcer avec des programmes de rachat d'actions. Voilà, alors maintenant si on dit un mot sur la concurrence, alors concurrence tout est relatif parce que les entreprises sont soit pas tout à fait de la même taille, ce qui est le cas pour Snapchat ou Twitter, ou n'est pas tout à fait dans le même core de business pour Tencent, qui est une entreprise avec beaucoup plus d'autres cœurs de métier, avec une partie dans le cloud, une partie dans les jeux vidéo, etc. Donc une entreprise qui est beaucoup plus diversifiée en termes de business, mais avec un business géographique beaucoup plus localisé à la Chine et avec tous les problématiques réglementaires que cela actuellement. Donc si on s'intéresse à ça, si on essaie de comparer, alors Snapchat et Twitter rapidement sont des entreprises qui sont très bien valorisées, notamment par rapport à son VE sur sale, avec notamment Snapchat qui a à 34 ses ventes ou 11 pour Twitter, en sachant que ce sont des entreprises qui sont actuellement, qui ne dégagent pas de bénéfices. Et vous avez quand même une entreprise comme Snapchat qui pèse 122 milliards de dollars avec seulement 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui ne fait aucun bénéfice. Donc là, on peut se poser la question du niveau de valorisation de ce type d'entreprise, en sachant que vous voyez qu'en utilisateur quotidien, on n'est pas du tout là aussi sur la même échelle d'utilisateurs quotidiens tout en bas. On est quasiment à 10 fois moins d'utilisateurs qu'une entreprise comme Facebook. Alors en termes de taille, même si c'est pas tout à fait le même business comme je viens de vous le dire, l'entreprise Tencent a un nombre d'utilisateurs qui commence à se rapprocher de ceux de Facebook, avec une entreprise
donc qu'on voit qui a un chiffre d'affaires qui est supérieur, mais avec une capitalisation qui est quasiment un tiers inférieur à celle de Facebook. Donc ça va se traduire sans doute par des niveaux de valorisation plus faibles, donc on le voit sur le PER ou sur le VE sur EBITDA, alors que la marge nette finale de ces deux entreprises est à peu près équivalente, avec une marge nette à 30%, un retour en equity qui est meilleur sur Tencent, et une croissance des bénéfices par action sur les 5 dernières années qui est 50% pour Facebook et 40% pour Tencent, donc des entreprises aussi en forte croissance. Donc on voit Tencent qui est moins bien valorisé, avec des chiffres qui sont de profitabilité qui sont, on va dire, comparables, des chiffres de croissance qui là aussi sont comparables, en tout cas du même niveau. La petite décote s'explique actuellement par les problématiques de politique chinoise, je ne reviens pas dessus. Alors, une petite note sur les perspectives de développement de cette entreprise. Alors, bon, vous le savez, vous en doutez, mais globalement, Facebook, en achetant Facebook, c'est surfer sur un méga trend qui est les réseaux sociaux. Donc vous voyez sur le graphique de gauche, c'est le nombre de temps qu'on passe en moyenne les gens par jour sur les réseaux sociaux. Je crois que je crois que c'est les Américains, ça varie beaucoup en fonction des pays. Grosso modo, aujourd'hui, on est à 2h30 par jour sur les réseaux sociaux, donc c'est tout simplement énorme en termes d'attention disponible pour ce type que peut vendre cette entreprise en espace publicitaire. On voit que le nombre en bas à droite, le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde, il est en forte croissance, hein, avec des croissances qui est largement supérieures à 10% sur les dernières années par an en moyenne. Et cela s'inscrit dans une digitalisation globale du monde, avec actuellement à peu près une personne sur deux sur la planète qui est sur les réseaux sociaux, et probablement que cela va s'augmenter. Donc on voit que gros méga trend de fond, consommation qui augmente, nombre de consommateurs qui augmente, et encore de la marge en termes de territoire, en tout cas en termes de personnes à conquérir. Voilà, je n'irai pas plus dans le détail parce que c'est évident pour tout le monde que c'est un méga trend de fond. Sur les projets, deux mots, l'entreprise a dans ses tuyaux un projet de métaverse, c'est-à-dire d'univers numérique grâce à, qui permettra d'utiliser la réalité virtuelle augmentée. Et pour eux, probablement qu'une grosse partie des réseaux sociaux se passera dans le futur là-dedans. Donc c'est en tout cas, ils se positionnent là-dedans. Et puis il y a une deuxième partie qui est le projet Diem, ce qui se rapproche plutôt à une activité de fintech, avec dans leur tuyau là aussi ce qu'on pourrait appeler des stable coins, afin d'utiliser sur les réseaux sociaux appartenant à Facebook. Là aussi, ils sont en train de se positionner sur ce marché porteur. C'est en quelque sorte le recyclage du projet qui avait levé beaucoup de boucliers, qui était le projet Libra. Donc voilà, il y a ces gros projets aussi qui pourraient être là aussi des vecteurs de croissance dans le futur, mais qui sont entre guillemets dans les tuyaux, qui sont à différents niveaux de maturité. Là n'est pas le propos de mon sujet ce jour, mais sachez que il y a des relais de croissance potentiels pour cette entreprise. Alors une petite note d'analyse technique. Ici, le cours de bourse en chandelier japonais hebdomadaire. On voit que cette entreprise, elle est sur une tendance haussière assez claire, que récemment, elle va toucher sa MMA 50 périodes hebdomadaires qui pourront faire éventuellement un bon point d'entrée, mais qu'on est encore très très loin de la moyenne mobile à 200 jours. Alors là, c'est une moyenne mobile exponentielle, mais peu importe, c'est à peu près équivalent, qui est plutôt autour des 230-240 $. Donc on est encore très loin, ce qui en ferait à mon avis un excellent point d'entrée si elle pouvait aller retoucher la MMA des 200 périodes. La question c'est quand, et ça c'est pas forcément demain, mais à voir. Sur un délai beaucoup plus court terme, on voit que globalement l'entreprise Facebook a corrigé de plus de 10%, donc c'est pour ça qu'actuellement il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur un point d'entrée. On voit que sur du court terme, on est plutôt sur une tendance baissière, à voir si elle va résister sur sa moyenne mobile
des 200 jours là, et la dernière c'était 200 semaines, hein, d'accord? Ou est-ce qu'elle va plutôt rebondir? Donc en fonction de votre optimisme sur cette boîte, cela reste à voir. Moi j'ai vu qu'il y avait peut-être une zone support autour des 300 $ qui serait un bon point d'entrée. Pas sûr qu'elle redescende jusque là, en tout cas c'est ce que je regarde actuellement. Bon, maintenant on va essayer de conclure. Donc avant de conclure, moi je fais toujours une petite checklist. Donc est-ce que je comprends le business model? Oui, finalement c'est assez simple, hein. Elle vend du temps, de votre attention, en tout cas des gens qui sont sur les réseaux sociaux, contre de l'espace publicitaire. Donc c'est en gros la télé, mais une nouvelle version. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? C'est une évidence. Alors moi, à titre personnel, je suis consommateur des produits, mais très modestement. J'ai un compte Instagram, bon, j'ai clôturé mon Facebook. Je suis pas fan de cela, mais voilà, je l'utilise avec parcimonie parce que je me rends compte de l'aspect chronophage que cela a sur mon temps libre et j'essaye de réduire au maximum, donc pas plus de 10 minutes pour moi par jour. Voilà. Bon, peu importe, c'est pas trop le sujet là-dessus. Sur le nouveau frigo, donc ça veut dire, c'est un des conseils de Peter Lynch, ça veut dire est-ce que vous avez consacré avant d'investir dans cette société plus de temps que dans le futur achat de votre frigo? Donc là, pour mon cas, ça serait oui. Est-ce que le business peut se disrupter? Alors, à la fois, c'est un business qui vient disrupter les médias traditionnels, hein, pour faire simple. Donc, c'est un élément disrupteur. Après, la vraie question, c'est la solidité de son motte et si ce réseau social ne peut pas lui-même se faire disrupter par un autre réseau social. Hein, on voit actuellement la montée en puissance notamment de TikTok. Donc est-ce que ce réseau social pourrait pas laisser place à un autre réseau social? C'est toute la question de la force d'un mode comme Facebook qui paraît comme ça immense, mais la véritable question c'est est-il véritablement durable et absolu? On peut, avec une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, repenser à ce qui se passait au début des années 2000 avec tous les moteurs de recherche, notamment tout ce qu'il y avait avant Google. Et il y avait des moteurs de recherche extrêmement dominants et Google était le challenger. Et en quelques mois ou peut-être en 2 ans, il est devenu ultra leader de son marché pour devenir ce qu'il est actuellement. Donc, est-ce que un nouveau entrant pourrait complètement disrupter ça et réorganiser Facebook? Voilà, c'est pas sûr. En tout cas, je pense que la question, elle mérite de se poser, en tout cas de l'intégrer dans notre scénario. Bon, bien sûr, c'est un business qui est en croissance, il n'y a pas de politique de dilution des actionnaires. Et pour moi, voilà, par contre, c'est pas un potentiel ten bagger. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est déjà énorme sur le plan capitalistique. Elle pèse 900 milliards de dollars. Est-ce qu'elle peut faire x2, x3? Pourquoi pas? Au-delà, pour l'instant, c'est inimaginable. Mais après, tout est possible. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise de cette capacité-là, de cette capitalisation-là. Donc, pour l'instant, moi, je ne le retiendrai pas. Alors, les éléments en faveur de l'achat de cette entreprise, c'est que, on l'a dit, c'est une entreprise exceptionnelle, qui est extrêmement profitable, en forte croissance, qui est leader dans son marché, qui présente plusieurs mottes, alors qui peuvent être challengés, mais qui présentent plusieurs mottes. Voilà, c'est ce que j'ai mis en compte, c'est ce que je viens de discuter rapidement là-dessus. Moi, dans les éléments pour, je mets aujourd'hui que c'est une entreprise qui est correctement valorisée, mais pas forcément survalorisée au vu de la croissance des résultats de cette entreprise, et notamment au vu des résultats attendus de cette entreprise, même si j'en ai pas parlé, les projections des analystes sont quand même assez optimistes sur la croissance des bénéfices de cette entreprise. Et puis actuellement, en tout cas sur les derniers semestres, quand on s'intéresse à l'achat des gérants, on voit que beaucoup de gérants, entre guillemets, stars, ont pas mal, en tout cas ça a été une des entreprises les plus rachetées ou les plus achetées, les plus investies sur les 2 derniers trimestres. Voilà. Alors les éléments de compte, bon, on peut discuter le mot et qu'il n'est peut-être pas si important que ça. Il y a effectivement le risque antitrust quand vous avez une entreprise qui est aussi dominante avec un sujet aussi sensible qui est l'accumulation de données personnelles. Et donc il y a un risque de réglementation qui n'est pas nul. Alors est-ce qu'il y a un risque de dissolution maximum? Ben, ça j'en ai absolument aucune idée.
mais en tout cas, c'est la véritable menace de ces GAFAM, pour faire simple, qui actuellement sont extrêmement dominants et qui posent des problèmes, notamment de concurrence et la politique de ces entreprises sont clairement de tuer toute concurrence qui pourrait émerger. Alors, ce qui va le protéger, assez paradoxalement, probablement que c'est la montée en puissance de ses concurrents chinois, et que probablement, au vu de la forte croissance de ceux-ci, et pour des raisons de stratégie globale, peut-être que les régulateurs américains notamment vont mettre un petit peu en sourdine la volonté de réglementer ces grands groupes afin qu'ils résistent ou qu'ils concurrencent leurs concurrents chinois, qui soient de taille en tout cas comparable. Donc ça, c'est peut-être un élément qui les protège plus qu'il ne les menace. Bon, c'est une simple réflexion, hein, c'est une approche, c'est une analyse très superficielle, mais en tout cas c'est une piste plutôt de réflexion. Et après, l'élément compte, c'est sur un plan éthique. Donc, moi, j'en parle très peu sur cette chaîne des critères ESG, etc. On peut se poser la question de ce que vaut une entreprise comme Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est le pétrole qui n'est pas très à la mode. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'une entreprise comme Facebook soit une entreprise bien éthique. On voit bien avec les scandales des élections américaines ou du Brexit, avec la fuite des données qui a eu lieu, que c'est une entreprise qui est pas vierge de tout problème, et l'utilisation massive des données et la façon dont elle les revend pose question. Moi, en tout cas, c'est une entreprise sur ce plan-là que j'apprécie pas du tout, mais ce n'est que mon avis personnel, et c'est pas forcément une raison suffisante pour pas investir sur une entreprise euh, comme celle-ci. Après, chacun a sa morale là-dessus. En tout cas, moi je la mettrais bien en perspective parce que c'est souvent un des critères relevés par beaucoup de monde. Il est facile de dire, moi je n'investis pas dans une entreprise qui fait du pétrole ou qui vend des armes, ce genre de choses un peu facile. Je ne suis pas sûr qu'une entreprise comme Facebook soit pas plus délétère pour la planète au sens large du terme, mais ça je vous laisse avoir votre propre avis là-dessus, c'était une simple réflexion. Voilà pour l'analyse de Facebook et à bientôt.